Bonsoir à tous, merci d'être en direct avec nous sur Viasté, la nouvelle édition de MCSP. Barbara Fortuna, c'est une padielle que vous connaissez peut-être. C'est aussi le nom d'un groupe qui a su se faire un nom dans le paysage musical insulaire. Avant une tournée qui vont les emmener aux quatre coins de l'île, on va en parler avec eux. Et puis nous partirons aussi très très loin dans MCSP aujourd'hui. Nous allons partir dans le continent nord-américain. On ne sera pas encore à l'Alaska, mais presque. Nous y rejoindrons par téléphone tout à l'heure Franck Bruno qui en ce moment est en train de pagayer pour remonter ou redescendre le fleuve, le Yukon. 3000 km de périph', on le retrouvera tout à l'heure. Quant à Barbara Fortuna, c'est pas le groupe au complet que l'on reçoit aujourd'hui. On aura donc le porte-parole, c'est Jean-Philippe Guissani. Bonsoir, merci d'être avec nous. Il en manque 3 à l'appel, Jean-Pierre Marquette, André Dominici et Maxime Merlandi, c'est ça? Oui, tout à fait. Et bien voilà, bon, on fera ça. Mais on a quand même des images. Et puis on parlera de la tournée qui s'approche, on parlera de ce disque Via Crucis et puis de tous vos projets. On parlera aussi de vos personnalités. On n'oubliera pas les autres membres du groupe avec Marina tout à l'heure. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Évidemment, on va parler de tous les membres du groupe avec un joli portrait, un clin d'œil à chacun. Alors notre partenaire du vendredi, c'est Corse Matin. Normalement, bon, défection pour aujourd'hui. On va quand même retrouver un autre partenaire, c'est la revue Four avec Davia Paoli-Bourgeois. Tout à fait, Laurent. Mise à l'honneur de créateurs. On en parle dans un instant. Je vous coupe le sifflet car il est déjà 18h. E tempo di ridroit notizialet in lingua corsa e presentato stasera da Frédéric Danesi. Buonasera. Buonasera Lorenzo, buonasera a tutti. Si festeggia oggi il 70° anniversario di Diama di 18 di giugno, una diama fatta dal generale de Gaulle in Londra per domandare ai francesi di impegnarsi nella resistenza. Un'epoca di cerimonie si sciogliono in Corsica come qui in Bastiglia, ce la sapete che danno striso la poche sole persone aveva inteso sta diama, Colette Marionera che campa in barretta li dirà all'ebiga in un paese di Dordogne in cui i soldati francesi stiamo assenti a sua testimonianza. Je me souviens surtout du silence et dans les paroles du général, je ne pourrais pas vous dire le discours, sinon que je me rappelle très bien, nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Enfin, pour moi, je l'ai traduit comme ça, et qu'il fallait continuer. Et après, le silence a été encore beaucoup plus important, et je me rappelle qu'il y a même des soldats qui ont applaudi derrière. E di nuovo oggi è una giornata di persone sminuite, l'assoggio di paralizzati di corsi di Francia, Stati Uniti in corti per un'assemblea generale, cioè di chi i gabbadotti sono numerosi per queste persone che hanno difficoltà per spiazzarsi, soprattutto in dei luoghi pubblici. Stiamo assente a Pierluigi Alessandro, presidente regionale dell'assoggio di paralizzati di Francia. L'assoggio di paralizzati di Francia ha un'obbligazione di mettersi in adattazione con la nuova organizzazione sanitaria regionale che è rappresentata dall'ARS e un consiglio APF di regione sarà un interlocutore privilegiato per poter parlare con i responsabili sanitari ma anche con i responsabili politici a un livello regionale e perciò che mi domanda a essere ricevuti dal Presidente del Consiglio esecutivo. Si è tenuto oggi un colloquio al Consiglio generale di Ugismonte ad unito un'epoca di attori nazionali di lotta contro gli incendi. Si è trattato di una nuova organizzazione di sicurezza civile e dei servizi di incendio per via di riforma di collettività locali. Si pone a questione dell'organizzazione di mezzi a Nantes terreno ma di un finanziamento. Di poi una quindicina di giorni EDF ha principiato lavori a Nantes linee alte tensione per via di un elicottero chiamato Super Puma. Questi lavori di modernizzazione sono fatti per impiazzare pezzi a Nantes una centinaia di chilometri tra Corti e Occana. E poi musica per compiere su notiziale in cui il violinista Gilles Appap in concerto in Ajaccio domani sera all'invitazione di una manata strumentale di musica di Corsica proponerà domani a Spiazzo Diamant domani dunque e 4 stagioni di Verdi giocate da DJ e violinisti. Ecco per il primo punto vi ritroverà a settore meno 20 subito a Lorenzo Vitali che starà musica in cui è un rappresentante del gruppo Barbara Fortuna. Ecco, chi è con noi sul plateau di MCSP a ringraziare Frédéric. Volte l'attualità settore meno 20, ma va un punto non tempo per Rawa à l'approche du week-end. Ce temps, on ne sait plus trop, il va pleuvoir, il va faire beau. Non, alors au printemps, en automne, en été.
C'est plutôt automnal. Je vais vous annoncer d'ailleurs un très mauvais week-end, notamment sur le littoral occidental, car là nous allons basculer très vite dans un flux de secteur ouest-nord-ouest. Alors qui dit nord dit fraîcheur, les températures vont dégringoler, il va faire même froid. Des averses orageuses qui se produisent non seulement dans l'intérieur, mais même sur le littoral occidental et sur les versants ouest de nos massifs. Donc beaucoup de fraîcheur et un vent de secteur ouest qui se renforce. On aura des pointes et des rafales, je vous l'avais annoncé déjà hier soir, il a commencé 30, 40, 50 puis 60 km par heure. Et dès demain, on aura des pointes à 80 km par heure, toujours vers l'extrême sud. Mais ce fort vent de secteur ouest va balayer tout le littoral occidental. Ouais, je vais saluer notre ami Laurent Simon-Paul, il y a des cadres de direction. Et on va lui passer un message personnel. Prévoit les tonnelles. Merci Marina. Allez, MCSP, c'est parti. Bonsoir, si vous nous rejoignez sur Viasté pour cette nouvelle édition de MCSP en direct ce soir. Au menu, ce qu'il faut voir, découvrir et entendre, ce sera avec l'agenda, nos paroles d'hier. Et dans un instant, pour l'actu du jour, nous avions le choix entre le râteau des Français ou l'appel du 18 juin. Évidemment, on a choisi l'appel du 18 juin. Le portrait des invités sera signé comme chaque soir par Marina. Bleu, blanc, rouge, je suis François le Français. Bleu, blanc. Oui, le portrait des invités, les trois absents, mais je vais me consacrer à tous les membres du groupe. Très bien. Bleu, blanc, rouge, je suis François le Français. Elle est en pleine forme, c'est la veille du week-end. Notre partenaire du vendredi, normalement, c'est Corse Matin. Défection ce soir, mais Davia Paoli Bourgeois est là pour la revue Fora. Tout est dit et tout à fait, le grand bonsoir. Vous en avez coupé la voix. Ah oui, là... Moi, je voudrais quand même signaler l'élégance de Davia ce soir. Et la vôtre aussi, oui. Oui, merci. C'est vendredi c'est tongue. Oui, vous êtes mis en frais ce soir. Oui, j'ai vu ça. On a fait un effort côté bijoux quand même pour rattraper ce... Là, alors, on a chargé. Coup de projecteur sur les créateurs et créatrices. Voilà, tout à fait. Des bijoux contemporaines, c'est très sympa, on aime beaucoup. Donc, deux créateurs insulaires ont retenu mon attention ce soir. Et puis nous partirons très loin tout à l'heure dans l'émission sur le fleuve Yukon. Il est parti du lac Laberge au Canada, il va se rendre jusqu'à la mer Bering, le tout dans un canoë. C'est Franck Bruno qui est donc très très loin avec le décalage horaire, c'est le matin là-bas. On le retrouvera par téléphone pour nous parler de ce nouveau défi. Et puis autre coup de projecteur, nous allons parler de ce disque Via Crucis avec l'arpeggiata et Barbara Wurtun. C'est l'occasion de recevoir donc l'un des membres de Barbara Wurtun, Jean-Philippe Guissagne. Les autres n'étaient pas disponibles, on les retrouvera tout à l'heure en images. En tout cas, merci d'être là pour parler de ce groupe qui, je le disais tout à l'heure, qui a su se faire un nom dans le paysage musical corse depuis quelques années maintenant. Ça fait quoi? Ça fait pratiquement 10 ans maintenant que vous êtes ensemble. Pas loin. Oui, tout à avec fait. un choix bien clair dès le départ, c'est la polyphonie et essentiellement le chant sacré. Non. Pas essentiellement le chant sacré, justement. Beaucoup, en tout cas. La polyphonie et chant profane sacré, mais surtout la création. Le credo, c'était ça, c'est-à-dire se servir du chant sacré, parce que c'est, je vais dire, aller entre guillemets, un peu le fond de commerce, le fond de la base de travail, en tout cas, et de le faire évoluer avec donc des créations aussi, maintenant depuis quelques années. C'était un choix un peu difficile, artistiquement parlant, ou pas du tout? Je ne crois pas que ce soit vraiment un choix, je crois que c'est une démarche qui, au fur et à mesure qu'elle avance, trouve comme ça des ramifications. Je ne crois pas on n'avait pas prémédité beaucoup de choses et je pense par exemple, cet album n'était pas du tout prémédité. C'est aussi au hasard après des rencontres et justement quand on se retrouve à des intersections qu'on choisit comme ça de partir un peu dans des aventures. On en reparlera avec l'arpeggiata aussi qui a travaillé avec vous sur cet album dans quelques instants, mais pour parler un petit peu de la genèse de ce groupe, de Barbara Wurtun, tous vous êtes issus de la chanson corse, tous vous avez été des partenaires ou travaillé en tout cas avec des groupes de divers horizons. Et au départ, c'était pas forcément la polyphonie, en tout cas en ce qui vous concerne. Non, pas du tout, c'est vrai. Enfin, ça a toujours été polyphonique, puisque le chant corse, on l'a toujours vécu comme ça. Maintenant, c'est vrai qu'on est parti dans diverses expériences où il y avait des instruments, beaucoup, et peut-être une volonté à un moment donné, arriver à un certain point de se ressourcer, de se recentrer sur la voix, sur quelque chose qui fait quand même une des spécificités du chant corse, c'est quand même ça, quoi. Donc ça, c'est un pari qui a été pris il y a pratiquement 10 ans, là, on le disait, avec beaucoup de succès, puisque il vous a emmené non seulement en Corse, mais un petit peu partout.
Vous avez beaucoup voyagé, vous l'avez fait voyager cette polyphonie insulaire. Oui, je crois. Très vite, nous, notre idée c'était d'aller vers une professionnalisation. Donc petit à petit, on a tous plus ou moins abandonné nos métiers respectifs pour se consacrer donc à ce chant. Donc c'est vrai que qui dit professionnalisation dit temps à y consacrer et énergie aussi. Donc du coup, c'est vrai que en ne faisant plus que ça, on a pu y mettre toute notre énergie à ce projet, quoi. Et là, il y a quoi? Il y a 2-3 mois maintenant, donc est sorti cet album Via Crucis avec la collaboration de l'Arpeggiata. L'Arpeggiata, qui sont-ils? Alors l'Arpeggiata, d'abord, c'est un ensemble fondé il y a une dizaine d'années maintenant par une maestra qui s'appelle Christina Pluar, qui est d'origine autrichienne, donc une grande musicienne d'abord, hein, prof de harpe baroque et de théorbe. Théorbe, ce sont toujours des instruments assez originaux, hein, dans la musique baroque. Donc voilà, elle nous a contactés. Elle avait vu un concert où on faisait la première partie de la chanteuse italienne Lucilla Galeazzi. Et suite à ça, elle nous a contactés en disant j'ai un projet de Via Crucis et je pense que les Corses ont quelque chose à y faire vu l'importance de ce temps dans la vie insulaire. C'est vrai que c'est un temps de ferveur et il y a beaucoup de chants. Donc voilà, j'aimerais vous avoir. Alors nous on a dit mais on connaît pas du tout la musique baroque. Elle m'a dit mais c'est pas du tout pour de la musique baroque que je vous invite, c'est pour faire votre musique justement. Et donc c'était assez intéressant puisqu'on s'est retrouvé catapulté dans un monde, dans un univers que nous ne connaissions absolument pas. Et puis comme vous poussez la démarche jusqu'au bout, même dans la réalisation d'un CD, un CD doublé d'un petit DVD sur lequel on va y retrouver des images pendant 63 minutes à peu près, mais c'est un petit bouquin finalement, hein, que l'on retrouve, parce que il y a un peu d'histoire, même beaucoup, il y a beaucoup d'explications, il y a aussi de très jolies photos. Pourquoi? Parce que l'industrie du disque aujourd'hui est à un tel point qu'il faut savoir être original. Ben, je pense qu'il y a une volonté. Bon, c'est un secteur, la musique classique, c'est un secteur où l'objet est tout aussi important parce que on met pas comme ça de la musique sur une galette simplement en la jetant dans les bacs. On veut que l'objet soit aussi une démarche. Ça s'adresse à un public qui est quand même un public de mélomanes, hein, musique baroque. Donc c'est vrai que ça c'est la version luxe. Évidemment, il existe une version plus boîtier cristal et plus simple, mais ils ont voulu faire quelque chose de très beau. Et c'était les 10 ans de l'Arpeggiata, donc le DVD célèbre ces 10 années de collaboration. Alors on a un point commun, vous et moi, puisque c'était il y a pratiquement 15 ans maintenant. Vous étiez à l'origine d'un groupe Giramondo, où il y avait aussi Maxime Merland. Moi, c'était mes débuts à la télé. On avait fait un petit reportage. Et honnêtement, je ne vous imaginais pas, vous et Maxime Merland, prendre cette voie-là quelques années plus tard. Parce que là, vous êtes dans une grosse formation, Giramondo, avec des concerts assez importants. Aujourd'hui, le concept est un peu plus différent. C'est terminé. Les grandes scènes avec plusieurs centaines, des centaines et des centaines de personnes pour mettre aussi un peu l'ambiance, c'est terminé tout ça. Pas tant que ça. C'est différent en tout cas. C'est différent, mais il y a toujours des grandes votre scènes. terrain de prédilection, franchement, aujourd'hui, c'est plus ça sera plus l'église que le Stade de France. Voilà, si je peux me permettre cette caricature. Oui, mais je pense pas que ce soit aussi tranché que ça. Je pense on fait aujourd'hui des scènes où on fait des théâtres, il y a beaucoup de monde dans les concerts. On était à Fès il y a quelques jours. C'était un concert en plein air, dans un endroit assez magique, assez magnifique, la cour du musée Bata. Il y avait peut-être 600 personnes. C'était un concert avec un autre ensemble. Donc aujourd'hui, on ne voit plus le groupe seulement avec 4 voix polyphoniques, mais aussi avec des possibilités que l'on peut développer à travers ça, c'est-à-dire des collaborations avec l'Arpeggiata, avec un autre ensemble. Et puis on va vers d'autres collaborations aussi, avec de la danse, du théâtre. Donc je ne pense pas que ce soit si éloigné. Un peu sur les traces de la Villette, ou pas? Je pense qu'ils ont ouvert la voie. Je pense qu'Avillette a ouvert des voies et ils ont amené beaucoup de choses. Je pense que tout naturellement, ça a ouvert des portes. Nous, on est arrivés, la porte étant ouverte, effectivement, ça nous a certainement beaucoup aidé. Il y a eu Mouvrini aussi qui ont occupé les scènes internationales. Je pense que le chant corse, justement, à l'heure d'aujourd'hui, les Port-Orphelins, il y a eu des précurseurs, il y a eu des gens qui ont fait des choses. Et aujourd'hui, justement, il a pris cette force, il a gagné en amplitude, il a gagné en consistance.
Je pense que le chant corse, il a trouvé tout simplement sa place au sein des musiques du monde, une place naturelle. Et aujourd'hui, même dans la musique classique, puisque ce disque-là, il est chez Virgin Classic. Donc c'est aussi un label, c'est aussi une reconnaissance en ce qui vous concerne. Et quand je faisais référence justement aux grands concerts et aux églises, parce que finalement, j'ai l'impression que ce chant corse, qu'on va appeler classique, allez, s'il faut lui mettre une étiquette, il a plus de reconnaissance à l'extérieur que chez nous. Ben, je pense que populairement parlant, hein. Oui, bien sûr. Mais je pense que c'est un phénomène qui est un peu naturel parce que quand on a besoin de se divertir, on ne va pas voir ce qu'on a à portée de main, ce qu'on connaît. Ce qu'on croit avoir à portée de main. Ce qu'on croit connaître aussi parfois, mais surtout le chant corse, le chant polyphonique, c'est quelque chose d'assez dépouillé, d'assez austère. Je ne pense pas que ce soit propice au divertissement entre guillemets. Je veux dire, si on a envie de se divertir à proprement parler, on va peut-être aller vers des musiques plus festives. En plus, on vient de le dire, c'est quelque chose qui est peut-être méconnu des Corses, mais justement, on a tout un travail à faire pour leur dire, mais c'est peut-être pas toujours ce que vous croyez ou l'image que vous en avez en tout cas. Puis il suffit juste de préciser que se divertir, c'est recevoir de l'émotion, et l'émotion, par toutes les musiques, on peut la recevoir, et y compris avec la vôtre. Vous l'avez prouvé ailleurs. Allez, dans un instant, on partira peut-être sur le continent nord-américain, mais auparavant, c'est l'heure de retrouver Paroli Diri. Nei tempi, quando ripiantavo un'erba o una pianta, si fecero un segno di croce, e dicevano sta bocantua, che tu pigli come a mente, che tu cresca come un tasso. Era così, era l'uso. Che ti gonfia come un tasso, che non volevi manco appena di stessa affare, di una stemma, non pregate tanto a questa persona, perché un tasso quando è ingrossa, Ginevra, fratello di Dasso, dura 100 anni, fresco secco e passo, sapete che i giovani erano fatti di Ginevra nei tempi, duravano una vita. Quando c'è la sua Ginevra, per esempio, quando è andato in interroghi qualche sia amore che non era mica dopo 2 settimane, manca appena c'è radio che non era mica non consulente. Si dice tanto ballane, o vuole i, quando c'è la sua e in ebbre di una stemma donne, avete capito? Retour sur le plateau de MCSP pour la deuxième partie avec Barbara Vourtoun, ou une partie en tout cas du groupe. On va rappeler qui sont, puisqu'on en parlait là, comme ça en aparté avec Marina. Vous n'êtes pas le leader du groupe, vous êtes le porte-parole du groupe. C'est plus joli, c'est vrai. Les rôles sont bien distribués. Non, ça correspond assez bien à la réalité. On m'envoie devant pour volontiers. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Écoutez, dans quelques instants, on devrait retrouver Franck Bruno au téléphone sur la rivière le Yukon sur le continent nord-américain. Alors ce que je vous propose de faire avec vous, Marina, c'est qu'on entame tout de suite un peu le portrait des invités, puis je vous interromps dès qu'on est au téléphone. On fait comme ça. Y a aucun souci. Allez, les questions de Marina, c'est tout de suite. Allez, on fait comme ça. Bon, on y va sans jingle, allez Marina. Oui, mais bien sûr. Il n'y a que Jean-Philippe Guissani qui est avec nous, mais vous êtes intéressé aussi aux autres membres du groupe, je suppose. Bien sûr, mais on va commencer par Jean-Philippe, puisqu'il est là, le porte-parole. Et il nous parlait des échanges, des spectacles, des concerts. Lors d'un des spectacles, vous avez dit la Corse est le centre du monde. Les scientifiques l'ont vérifié et cela se confirme. Mais c'était une sorte de magagne. Vous vous souvenez de ça ? Effectivement, nous aussi, on a fait une recherche et on constate que la Corse est le centre du monde. Mais il se trouve qu'après cette déclaration, vous avez reçu le mail une des personnes qui était là présente, qui vous a écrit en disant oui, c'est vrai. Elle a pris ça au sérieux, cette personne. Oui, je pense que le ton était le ton dans lequel on le dit, parce qu'effectivement, tous les concerts, on dit que on nous demande pourquoi nos chansons sont souvent tragiques, tout ça, et on dit, mais comprenez-nous, on est au centre du monde, donc on le dit pourtant sur un ton qui n'importe quel Corse comprendrait que c'est vraiment magagne. Et il y a une personne, effectivement, qui nous a écrit en disant, mais sur quelle théorie vous appuyez-vous? J'ai lu qu'au XVIe siècle, un manuscrit, enfin un truc assez rocambolesque, c'était assez marrant. C'est pris au premier degré. Ah, vraiment au premier? Oui. Au premier. Vous voyez, c'est pas mal. Jean-Pierre, alors un clin d'œil à Jean-Pierre, parce que je suppose que tout le monde Jean-Pierre regarde. Marchetti. Oui.
tout le monde nous regarde ce soir, en tout cas, ils me l'ont J'espère, confirmé. Oui, j'espère. oui, oui. Un jour, lors d'un déplacement à Orly, il récupère sa valise et puis quand il est arrivé à l'hôtel, en ouvrant cette valise, voilà ce qu'il a trouvé. Vous allez découvrir avec moi. On a une image, des strings, des chaussures de femme, du maquillage, voilà. Et puis, il fallait faire avec. Je ne sais pas comment il était pendant le spectacle, déguisé ou il a rendu la valise à la dame. Ah, effectivement, on est arrivé à Orly, on a pris les valises, lui a pris la sienne, et puis on a roulé, on a fait 3-4 heures de route, donc on est parti en voiture, Ah oui. et puis on s'est arrêté à Laval, donc et c'est là qu'il a, le soir en rentrant, même pas avant le repas, on est allé manger, on est allé dîner, puis quand il a ouvert sa valise, effectivement, c'était Mauvais surprise. Bon, en tout cas, il y a Mauvaise quelqu'un, surprise. vous continuerez tout à l'heure, parce Oui. qu'il y a quelqu'un avec lequel on ne peut pas se tromper de bagages. D'ailleurs, il a emporté le strict minimum. Il est parti il y a quelques jours de cela sur le fleuve Yukon. C'est son nouveau défi. 3000 km à bord d'un canoë pour remonter cette rivière. C'est Franck Bruno et on l'a au téléphone en direct. Bonsoir Franck. Salut Laurent, comment ça va? Ah ben nous on va très bien, on va très bien. Il y a un décalage horaire, il y aura aussi un petit décalage quand on va parler. Et vous et moi, on est très heureux de Salut, vous avoir au Franck, téléphone. bisous. Il est quelle heure là-bas? Il est 9h15 du matin. Ben voilà. Une bonne mise en jambe, hein, en ce qui vous concerne. Le fleuve Yukon, vous êtes parti du lac Laberge au Canada et vous allez vous rendre jusqu'à la mer de Bering en suivant le tracé de ce long fleuve. 3100 km au total, vous en avez déjà parcouru une petite partie. Et comme vous n'aimez pas faire les choses comme tout le monde, vous avez décidé, en tout cas pour le début du voyage, d'emmener 6 jeunes avec vous. Tout à fait, c'était une aventure extraordinaire. J'ai sélectionné 6 gamins, 2 amputés, 2 cancéreux, 2 valides. On les a mélangés et on est parti en canoë avec un guide local. Et on a pagayé jusqu'à Carmack, soit les gamins ont fait quand même 350 km. Et je leur tire mon grand chapeau parce que extraordinaire. Ça n'a pas été facile tous les jours pour eux et ils ont réussi à s'adapter. Ça a été vraiment un beau bout de vie partagé. 320 km au total. Là, vous savez, Franck, comme nous, on se connaît suffisamment, mais apparemment, pas tout le monde ne vous connaît. On n'a pas apprécié quand je dis la bonne mise en jambe. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais de toute façon, pour monter ce projet, j'ai travaillé d'arrache-pied. Là, d'ailleurs, tout à l'heure, je vais me faire couper les cheveux. Je vais dire que ne me coupez pas les pattes, s'il vous plaît, parce qu'il me manque une guitare, comme diraient les banquines. Mais dites-moi, Franck, c'est encore un défi assez hallucinant, hein. Alors là, pour le coup, c'est pas pour prouver au monde entier que vous êtes capable d'une telle performance physique. C'est d'abord un rêve de gosse de naviguer là-bas dans des décors de cinéma, dans des décors de rêve. C'est aussi une rencontre avec vous-même. Oui, je crois que sur ce coup-là, c'est plus un défi humain que sportif. Bien sûr, il faut pagayer, ça c'est clair. Mais bon, je crois que tout le monde le sait, j'ai déjà fait quelque chose à la pagaie, à la rame. Donc c'est pas ça. C'est parce que là, on se retrouve isolé. Pour descendre de Carmack à Dawson, j'ai passé 4 jours au milieu des grizzlies, des ours noirs, des loups, des coyotes. Et ben là, on se sent petit, on se sent ce qu'on doit être, un homme simple. Et donc c'est ça qui m'attire dans ce défi, dans cette aventure, la rencontre des Indiens. Alors les Indiens, il faut plus l'utiliser. Il faut dire les autochtones, il faut dire les First Nations, il faut dire les aborigènes si vous voulez, mais il faut pas dire les Indiens parce que ça les énerve vraiment. Enfin voilà, donc tout ça, mis bout à bout, ça fait que je réalise mon rêve de gosse, de suivre un peu ce que Jack London m'a fait dans ses livres, il m'a fait rêver. Voilà, je vais là-dessus, quoi. Et c'est vrai que je vis un rêve, les yeux ouverts, c'est incroyable. Et à travers vos yeux, vous nous faites rêver aussi, hein, parce qu'il y a le blog sur le site de boutdevie.com. On peut vous y suivre, on peut aussi suivre vos réactions, vos sentiments, bien sûr. À propos de sentiments, j'ai lu juste avant le départ, et puis on en avait un petit peu parlé. Il y a quand même une petite peur, la peur de ne pas être fort mentalement. Elle est toujours là ou plus du tout? Alors, la peur, elle est toujours au fond de moi parce que c'est ça qui va me préserver. Si je perds cette peur, ça c'est sûr, je m'en sortirai pas. J'ai vu les grizzlies, j'ai vu les ours noirs, j'ai vu les loups. Ok, c'est des bestioles qui peuvent être dangereuses, mais j'ai compris aussi que la pire bestiole qui pouvait être dangereuse, c'est l'homme. Donc je me méfie plus maintenant des hommes que des bestioles. Les bestioles, il y a un protocole à avoir, c'est-à-dire la tente, vous la mettez pas forcément dans la forêt, vous la mettez sur une île. Sur cette île, avant de monter la tente, vous faites le tour pour voir s'il n'y a pas des traces et des excréments de ces animaux cités.
Ensuite, quand la tente est montée, pas de nourriture à l'intérieur. Ça, c'est le protocole pour les animaux. Il n'y a pas de protocole pour les hommes. Hier, par exemple, j'ai rencontré un canoë. Donc, hier, j'ai fait 140 km dans la journée en kayak. Hein. Hier, pour vous donner une idée, j'ai fait Cardiès, Bonifacio en kayak non-stop. Non-stop, hein, je me suis même pas arrêté pour manger, j'ai tracé. Et je suis tombé à un moment en plein milieu de rien sur 2 canoës. Et c'était 2 gars qui étaient ivres-morts, armés. Bon, ils m'ont rien fait, mais là, il faut être prudent. Parce que on est au milieu de rien, quoi. S'ils s'énervent, vous me retrouverez jamais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un grand tour, je les ai évités. Ils m'ont rappelé, viens boire une bière, viens boire une bière. J'ai continué ma route. Sans être méchant, hein, mais voilà. Donc, c'est ça qu'il faut que je me méfie plus que des animaux. Je pense que c'est des hommes qu'il y a ici, parce qu'il y a des chercheurs d'or, il y a des trappeurs, il y a des repris de justice qui sont là et qui errent. Donc, bon, il faut faire gaffe, quoi. Voilà. Et comment vont les 6 enfants, Franck? Pardon? Comment vont les 6 enfants qui vous ont accompagné? Alors les 6 enfants, ils sont repartis chez eux, donc un peu en Suisse, en région parisienne, à Bonifacio, enfin, etc., etc. Ils sont repartis, je crois, au taquet parce que au départ, le premier jour, et d'ailleurs j'ai fait des images sur le lac Laberge, je peux vous dire, qui se disait, mais on s'est mis dans une galère sans nom. Le lac, vent contraire, le lac c'est une mer intérieure, hein. Et puis à la fin, ils se sont aperçus que ils ont réussi à dominer leur souffrance physique, parce que ils avaient mal aux épaules, ils avaient mal aux bras, donc on a fait des séances d'étirement. Et je crois que ces gamins, à vie, ils sont tatoués du Yukon. Et je crois que ça, dans les moments de doute de leur vie, ils se rappelleront de ce moment-là. Et je crois que ça peut que les aider. J'espère tout au moins. Bon, en tout cas, Franck, c'est un périple de plus de 3000 km. L'arrivée est prévue quand? Vous l'estimez à quand? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas, parce que je m'attendais pas à faire 450 km en 3 jours et demi. Donc c'est un bon présage, mais après, bon, ça va être l'océan qui va gérer tout ça, parce que l'océan envoie des tempêtes. Donc j'en sais rien. Moi, j'espère arriver avant le 1er septembre. En tout cas, c'est bien parti. Après, on verra. Moi, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que je vais aller au bout de moi-même. Je vais donner mon meilleur. Après, est-ce que j'arrive en mer de Bering? Je ne sais pas. Je vais essayer. En tout cas, moi, je vais donner mon meilleur pour arriver dans cet océan que je ne connais pas encore. Et Joseph a déjà préparé le maillot, les lunettes et le parasol pour la plage en mer de Bering. Ça ne m'étonne pas de lui. En tout cas, nous, on a confiance en vous. On sait que ça va être une très belle aventure. Bruno, on va vous laisser avec une journée de pagaie donc au programme. Il y a environ 9 heures sur le Yukon maintenant. Alors, France, ce qu'on va faire, on va vous laisser pagayer. On sait que vous allez réussir et arriver dans une des mers les plus difficiles du monde, la mer de Bering. Et nous, on se donne rendez-vous en septembre et vous nous raconterez en détail toute cette belle histoire, d'accord? Et puis bisous à Joseph. Bien volontiers. Ouais, d'accord. Et il est au taquet, là. Là, il est prêt, l'embro solaire. Alors, je ne lui ai pas dit qu'en vérité, en mer de Bering, il n'y avait pas trop de plages comme dans le golfe d'Ajaccio. Mais bon, ça reste en tout. Moi, il ne faut pas lui dire, parce que sinon, il va s'échapper. Hein. Bon, alors, tenez bon, vous savez qu'on pense à vous. On peut vous suivre donc sur boutdevie.com avec la situation sur la carte, et puis aussi avec .org, pardon, boutdevie.org. Et on vous suit bien sûr, et puis vous y racontez aussi chacune de vos journées. On pense à vous. J'ai un petit message personnel. Il vient de Véro qui vous embrasse et qui pense à vous. Elle était avec vous il y a encore quelques jours. Et puis tous ceux qui vous suivent à travers l'association Bout de Vie. Je t'embrasse, Franck. Laurent. Oui. Je t'aime. Voilà, c'est dit. Allez, moi aussi. Plus Véro quand même. Hein. Mais bon, ça va. Quand même. Ça va. Bisous. Et on se donne rendez-vous en septembre sur le plateau, c'est promis. Merci, Franck. Encore une très très belle aventure. Et j'espère qu'il y aura un livre au sortir de ça. Mais enfin, ça m'étonnerait pas connaissant le personnage. On a bien sûr un peu pris du retard. Alors, ce que je vous propose... on va faire une petite pause quant au portrait des invités. On va revenir à la musique. Barbara Wurtun est notre invitée. On va les écouter tout de suite.
tuo figlio lui Gesù. Tanto penserai a tanti giorni e tanti mesi per giungere oggi a tanti malanni e perché la sia più dolce la doglio. Commentaire off sur le plateau. C'est beau, donc c'est plutôt réussi et c'est vraiment une musique qui n'est pas élitiste, qui est vraiment ouverte au plus grand nombre. C'est un extrait de Via Crucis avec très bon goût, précisons, des personnes... l'arpeggiata, donc, car sur cet album il y a aussi une vidéo et on peut donc vous y retrouver. On termine par contre sur les deux petites infos sur les deux autres membres du groupe. Oui, puisqu'on a quitté Jean-Pierre avec sa valise à Orly, eh bien on retrouve André avec une autre valise. Cette fois-ci c'est Marignane, Marseille. Donc il était tout à fait chargé de s'occuper d'une valise dans laquelle il y avait des CD, tous les CD du groupe. Alors effectivement, lors de l'enregistrement, il l'oublie dans une des allées et puis quand ils partent presque prêts pour embarquer, il se dit « mince, la valise ». Demi-tour, tout était prêt pour la faire sauter, la fameuse valise. Alors il fallait se justifier auprès des policiers. Je suppose que c'était assez compliqué. C'est surtout la façon dont on l'a vu courir dans l'aéroport. Il s'est rendu compte, il nous avait appelé 3 fois. Hein. Entre-temps, ils avaient lancé 3 appels et c'était effectivement... panique. Grosse panique. Panique. Et puis il nous reste Maxime, n'oubliez pas qu'on l'a vu là chanter justement. Maxime. Voilà. Alors ils étaient, entre autres, vous partez souvent, vous bougez beaucoup, à Liège, en hiver, la Belgique, -5, -12, parfois de la neige. Pour se réchauffer, Maxime a commandé un chocolat liégeois. C'était sans savoir que c'était une glace bien gelé, donc sur une terrasse, manger un chocolat liégeois à -5 degrés à l'extérieur, ça devait être difficile et c'était pas très bon pour sa voix. Chocolat liégeois, c'est ce qu'on connaît ici, c'est exactement la même chose. Il faut demander le viennois alors pour que ça soit chaud. Eh oui. Comme quoi, parfois. Voilà. Allez, on a pris du retard. Alors, je ne sais pas si on aura le temps pour l'agenda. Par contre, comme je sais que Jean-Philippe aime bien l'histoire de Corse et puis l'histoire en général, bien évidemment, on va quand même retrouver l'actu du jour tout de suite. Et on va revenir sur cet anniversaire. Il y a 70 ans, le général de Gaulle lançait son appel sur les ondes de la BBC. Un appel entré dans l'histoire et que l'on célèbre aujourd'hui, mais que rares sont ceux qui l'ont entendu dans sa version originale. L'histoire n'a pas retenu non plus que Winston Churchill a apporté au général isolé un large soutien contre l'avis même de son gouvernement. Et sans lui, l'appel du 18 juin n'aurait pu avoir lieu. En effet, quand Charles de Gaulle arrive le 17 juin 40 à Londres, il est seul, inconnu des Français et des Britanniques. C'est Churchill, qui est francophile, qui prend sur lui de l'autoriser à lancer son appel sur les ondes de la BBC le lendemain, malgré le scepticisme de certains des membres de son gouvernement. On sait également aujourd'hui que le gouvernement britannique a fait pression sur de Gaulle pour qu'il atténue son discours. Le texte de l'appel publié par la suite sera celui que de Gaulle aurait finalement voulu prononcer. L'appel originel, quant à lui, n'a jamais été enregistré. Il n'existe pas non plus d'image, sauf ultérieure, et on se base donc sur sa version papier. C'est celle qui est entrée dans l'histoire. 70 ans plus tard, cet anniversaire est célébré à travers de nombreuses manifestations nationales et internationales, puisqu'à Londres aussi, on a commémoré ces 70 ans. L'appel du 18 juin rentré dans l'histoire, et puis finalement on apprend que la petite histoire, elle est un peu différente que la grande histoire. Est-ce que c'est une période justement qui vous intéresse, que vous avez étudiée, qui vous passionne, qui vous interpelle tout simplement? C'est une période qui m'intéresse énormément. Tout simplement pour des raisons familiales, puisque j'ai un père qui a fait la guerre de 39-45, qui a participé au combat. Donc je pense que cet appel, c'est quelque chose de très important qui dénote la dualité dans l'homme, cette capacité parfois à capituler, puis des hommes comme ça qui sont capables de se sublimer, puis d'aller au-delà de ce qu'on pourrait attendre d'eux. Et c'est un peu le cas de la personne qu'on a vue qui est partie sur le Yukon. Et il y a des gens comme ça qui ont cette faculté, cette capacité à transcender les choses et puis à aller au-delà d'eux-mêmes et puis de faire des grandes choses. Donc c'est facile de juger 70 ans plus tard, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a des outils pour être informés et qui sont phénoménaux par rapport à l'époque. On parlait de cet appel 18 juin, donc que rares sont ceux qui ont entendu à 18h le 18 juin. Ils ont été très très peu à l'entendre. C'est un appel qui a été ensuite rediffusé et ils n'ont pas été des milliers à partir pour Londres tout de suite, parce qu'ils ne connaissaient pas la teneur même de ce message. Ouais, tout à fait. Et puis cela dit, ils ne savaient même pas encore, ils attendaient l'annonce officielle de la capitulation de la France. Ils ne l'avaient pas au moment où ils ont rédigé l'appel, mais ils se doutaient bien que Philippe Pétain allait faire son discours et allait demander l'armistice, de signer un armistice avec l'Allemagne. Donc voilà, ils ont anticipé aussi
sur ce qui allait se passer. Et l'info, comme vous le disiez, ne passait pas toujours très bien. Et il y avait des couacs comme ça, donc des choses... Il faut juste aussi souligner quelque chose aussi, parce qu'on l'entend, puisqu'il y a encore heureusement quelques témoins. C'était le jeune âge des volontaires, entre 16 et 18 ans, dès 16 ans, 15 ans, 16 ans. Ils n'hésitaient pas à aller s'engager. Ça veut dire que déjà à l'époque, à 15-16 ans, il y avait cette maturité, surtout cette conscience politique. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui. Ben, je pense que les temps étaient beaucoup plus durs. Je pense que la vie, elle faisait pas forcément des cadeaux. Ceux qui sont nés en période justement de tensions énormes. Avant de 39, il y a eu des tensions qui étaient quand même assez lourdes. La vie, elle était très dure. Donc, je pense que les jeunes, effectivement, avaient une responsabilité, une maturité que non plus nos jeunes qui sont heureusement d'ailleurs dans l'insouciance et qu'on essaie de préserver d'ailleurs dans cette insouciance un petit peu. C'est ça qu'on a du mal à imaginer. C'est aussi ce qui force le respect de tous ces volontaires. C'est pour ça qu'il est important justement. C'était d'ailleurs un sujet de philo. Hein. Faut-il connaître? Est-ce que le passé justement peut changer l'avenir? Enfin, c'est quelque chose dans le genre. Je l'ai plus exactement en tête, mais c'était ça. En tout cas, moi, je pense qu'il faut connaître l'histoire justement pour mieux appréhender l'avenir. Donc, on a pris beaucoup de retard. On va oublier l'agenda pour ce soir, mais on va retrouver quand même le regard de notre partenaire. Et notre partenaire, ce n'est pas comme d'habitude Corse Matin le vendredi, ce sera exceptionnellement la revue Four avec Dalia Paoli-Bourgeois. Et l'occasion pour vous, puisqu'on approche de l'été, histoire de conseiller de ramener des souvenirs sympas, autant ramener des souvenirs de créateurs corses. Tout à fait. On va parler bijoux aujourd'hui. Donc Marina va vous montrer un petit peu quelques parures qu'elle porte sur elle. Moi également. Donc les créateurs... ne rigolez pas, Laurent Vital. Non, mais entre le mannequinat et le téléachat. Je ne relèverai pas. Les créateurs de bijoux en Corse se multiplient, Laurent, depuis quelques années. C'est normal, j'ai envie de dire, puisque en Corse, on a beaucoup de pierres précieuses, semi-précieuses, de coquillages, du corail. Et donc, tout ça inspire la création insulaire. Ouais, c'est vrai qu'on travaillait essentiellement le corail avant et que maintenant, on se dit qu'il y a des pierres comme ça qui sont belles à travailler. Tout à fait, tout à fait. Un petit retour aux sources, j'ai envie de dire. Deux créateurs ont retenu aujourd'hui mon attention, parce qu'on ne pouvait pas parler de tous ces créateurs. Tout d'abord, les Pierres Corses. C'est une boutique qui se situe à Ajaccio, dans la rue Fèche. Et ici, dans cette boutique, on transforme des pierres corses, comme par exemple le verre d'Oritz. On a une petite image, voilà, le verre d'Oritz, une pierre rare et semi-précieuse. On la retrouve d'ailleurs, cette pierre, dans plusieurs œuvres d'art à Florence, comme la chapelle des Princes. La diorite orbiculaire, Laurent, ça vous parle forcément, une pierre très rare, mais son gisement est épuisé. Napoléon aimait beaucoup la diorite orbiculaire et il s'en servait pour mouler toutes sortes de boîtes, d'objets, tout ça. Donc, c'est très recherché par les collectionneurs. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je pensais à l'œil de Sainte-Lucie. Mais vous le aussi, pensiez. Mais vous le pensiez, Laurent. Mais bien sûr. Voilà. Je pensais moi à l'œil de Sainte-Lucie. Je vois votre œil qui frise. Oui, vous êtes médisante. Je pensais à l'œil de Sainte-Lucie, moi, qui aussi travaillait justement par ses créateurs. On en trouve dans cette boutique l'œil de Sainte-Lucie, qui porte bonheur, évidemment. Et une création a attiré mon regard dans cette boutique, Les Pierres Corses. C'est une réédition du solde de Pascal Paoli, la monnaie de la nation corse, qui a été frappée en 1762. C'est le motif qui est repris. Oui, Pardon, oui, le motif, oui, ce n'est pas forcément une vraie pièce. Regardez, si on peut... Marina, une bague. Beaucoup, ouais. Marina, si on peut zoomer sur la... Quattro soldi. Voilà, mettez-vous en face, Marina. Je pense que c'est là qu'on m'a demandé de le faire. Voyez-vous, c'est à ma droite. Voilà. Très, alors ça, c'est vraiment, moi, c'est un gros coup de cœur. J'aime beaucoup. Très beau. C'est très sympa et c'est abordable. Deuxième créatrice. Gatti ou suggetto. Il nous fait rire. Je vous trouve votre attitude très naturelle, c'est pour ça. Ça, c'est une bonne idée. Mais c'est pas des vraies pièces dont on a fait des bijoux, ce sont des reproductions. Voilà, parce qu'on n'a pas le droit de vendre forcément des pièces de monnaie. Allez, autre chose. Une créatrice de Bastéliga, ça vous parle, Laurent? Oui, j'ai entendu parler de ce village. Vous connaissez ce village. Antoinette Nondi, qui a deux marques, Nanaril et Ataï. Alors, on commence par Nanaril, qui... produit qui édite, je dirais, des charms. Des charms. Des charms. On dit des charms en Amérique. En fait, ce sont des pendentifs. Donc, regardez, on va vous expliquer le Marina qui porte très bien ce petit collier. Donc, il y a le collier et on achète ensuite ces petits pendentifs pour
des occasions, un baptême, une naissance. Après, arrêtez de bouger, Marina. Et ensuite, ça peut vous suivre tout au long de votre vie. Et ça, c'est complètement adapté à tous les budgets. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a le cédra. Voilà, et ça reprend des thèmes corses. Petite clochette. La cloche, Marina, par exemple. Pardon, vous disiez. La cloche, virgule. Voilà, Davia, la cloche. Voilà. La cloche, virgule. Nénuphar. La figue, Marina aussi. Oui. Voilà. Et cosa è sta fare? Nous avons le petit nénuphar. Nénuphar, il est là. Le petit nénuphar et Laurent rigole bêtement, voilà. Non mais on contrôle plus rien sur ce plateau, Damien, avec vos rubriques là bizarres. Enchaînez. Et donc la deuxième marque, ça c'était Nanaré, là donc des bijoux assez précieux et haut de gamme. Et l'autre marque c'est Ataï. Alors là ce sont des bijoux de fantaisie comme ces petites boucles d'oreilles que j'aime beaucoup. Regardez, c'est très sympa. Et à côté que je porte une bague et sur mon petit poignet également un petit bracelet. Donc, vous êtes aidé avec Marina. Voilà. Donc, ça, vous avez pris un pari aujourd'hui, il faut assumer jusqu'au bout. Donc, et c'est vraiment, c'est super joli, c'est très joli, Marina. Et ce qui est sympa en plus, c'est que moi, j'aime bien c'est que tout est réalisé à Bastelli. Et c'est lui. Alors il faut expliquer aux téléspectateurs qu'on n'a pas la tâche facile. Parce que Laurent nous fait... Mais c'est vrai, il fait rire. Mais chopez-le à un moment donné. Il faut prouver qu'il nous fait rire. Chopez-le. Tabassez-le. Daniel Lucioni qui est en régie. Voilà. Là, il va faire sérieux, forcément. La mauvaise foi féminine, ça ne m'étonne pas. Il a l'œil qui fait ça. Vous avez été très, très aidé sur ce coup-là. Non, l'idée de base, et pour se recentrer, c'était de saluer les créateurs et créatrices insulaires. Complètement, qui proposent des choses Parce que c'est du vrai travail variées. artisanal, c'est pas fait en des usine. choses variées, et c'est faire des choses en Corse. On peut faire des choses contemporaines en étant moderne, sans faire fi forcément du passé et de l'histoire. Voilà. Et on retiendra, donc au montage, ça fera le buzz sur Internet, que vous avez parlé de la cloche et de la figue de Marina. C'est tout ce qu'on va retenir. Bravo. Voilà. Bravo, Davia. Un raccourci, Laurent. Allez, on revient avec Via Crucis. On a le sens des valeurs aussi sur le plateau. On sait rire, on sait aussi être sérieux. Je vous laisse à vous fou rire. Je reviens avec Jean-Philippe Guissagne pour dire que Via Crucis, justement, et il est toujours en vente déjà. C'est un très bel album collector avec de la vidéo et un très très beau livret dans lequel on y apprend beaucoup de choses. Il y a une tournée qui va vous emmener aux quatre coins de la France cet été et même ailleurs. Oui, alors il y a plusieurs choses. D'une part, il y a une tournée. Cet été, on sera très rare en Corse. On aura juste le théâtre de Probria. Je crois que c'est le 12 août de tête. À noter que c'est un des endroits qui nous programme assez régulièrement. Ça tombe bien que vous y en parliez parce qu'on y sera la semaine prochaine, jeudi prochain, et on va effectivement parler de la programmation du théâtre avec Lisandro Filippi. Voilà. Donc ensuite, on sera beaucoup sur le continent. Donc on a fait un peu l'impasse sur la tournée en Corse cette année. On part au Canada au mois de juillet. On a des concerts là-bas avec un autre ensemble. Voilà, ça sera les États-Unis en septembre. Donc voilà. Les États-Unis. Oui. Comment on atterrit aux États-Unis? Tout simplement en faisant un salon qui s'appelle le Vomex. On a fait le Vomex au mois de novembre, donc c'est un salon professionnel dans lequel on peut faire, voilà, on a fait un showcase, ce qu'on appelle un showcase. Et puis. Vous allez où exactement aux États-Unis? Chicago, autour de Chicago, donc autour du lac Michigan, et puis il y aura une date à New York. Ah oui. À noter aussi une nouvelle date à New York, cette fois dans un endroit assez prestigieux avec l'Arpeggiata. Ça sera en mars 2012, Carnegie Hall. Déjà, donc vous avez un agenda qui est déjà très très rempli. Oui. Carnegie Hall. Carnegie Hall. Mais alors ça veut dire quoi? C'est que c'est plus forcément le label corse qui est mis en avant, c'est vraiment le label musique classique. C'est-à-dire que vous êtes reconnu en tant que tel? Là, c'est un spectacle qui s'appelle Via Crucis, qui est fait avec de la musique baroque, donc qui est fait par l'ensemble de l'Arpeggiata, qui invite Barbara Fortuna. Donc il y a Barbara Fortuna, dans le projet, il y a Philippe Jarouski, qui est une star de la musique classique. Il y en a aussi, qui est cette voix de haute contre masculine, ce qu'on appelait avant les voix de Castra, qui est une voix sublime, un chanteur. C'est une star dans le monde de la musique classique. C'est quelqu'un qui remplit toutes les salles dans le monde. Donc il est dans cet album, je crois qu'on peut le dire. Il y a dans le programme, il y a Lucille Galeazzi pour les musiques populaires italiennes, il y a Nuria Real soprano. Donc voilà, nous on fait partie du. Vous êtes dans la cour des grands?
Je dirais pas ça. Je dis qu'on est dans un monde voilà, un petit peu à part, qui est celui de la musique baroque. Une musique baroque que Christina Pluhar, la directrice, a voulu éclectique. Elle a voulu mélanger les genres. C'est elle qui a voulu décloisonner cette musique, ne plus en faire une musique élitiste, mais au contraire la confronter avec de la musique populaire. Je crois que c'est elle qu'il faut louer dans ce projet, quoi. Et vous y participez d'ailleurs. Si on vous a demandé de venir, et puis ça fait un moment d'ailleurs qu'on souhaite vous avoir sur ce plateau, c'est parce que dans MCSP, on aime bien montrer, on a parlé des créateurs tout à l'heure, mais on aime bien aussi montrer des artistes insulaires qui savent aussi porter une certaine culture à l'extérieur, et vous en faites partie apparemment. Elle est plutôt bien accueillie et reconnue en tant que professionnelle en tout cas. Oui, très bien, très bien. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Via Crucis avec l'arpeggiata et Barbara Vurtun. Pourquoi Barbara Vurtun? C'est rapport avec la padiella? Oui, avec le chant, bien sûr. Bien sûr. Et puis, elle est triste pourtant. C'est emblématique. Mais bon. On est triste en règle générale quand on chante. Mais... nous, on a été très heureux de vous recevoir, et j'espère que vous avez été très heureux d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Bonne route à Barbara Vurtun, et on espère vous recevoir à partir de la rentrée et au grand complet. Merci Marina, merci Davia. Merci. Mais c'était bien. Il ne faut plus nous mettre ensemble. Non, je crois. On va se donner rendez-vous lundi. On amorcera la dernière semaine de la saison, et on sera tous les soirs en extérieur. On vous attend au Eurotel à partir de lundi pour l'émission. L'émission INSEE, mais avec Luc Mondolone, il sera aussi du voyage avec nous. Donc rendez-vous midi et 18h sur France 3 Corse et Via Stella pour tout un petit